Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des Rugby du 4. Je suis Cody McLeod et il est exactement à l'heure où on enregistre. Je regarde l'heure en moment, il est 5h30 du matin. Voilà, c'est pour ça la petite lumière, hein, le petit côté un peu Halloween. Et c'est pour ça également que je vais pas parler trop fort dans cette vidéo. Mais en tout cas, et ce podcast également, ça sera disponible version audio, j'espère que ça ira quand même. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission assez exceptionnelle qu'on a préféré enregistrer d'entrée de jeu, voilà. Et je suis accompagné, je suis pas tout seul, je suis avec celui que vous connaissez si vous regardez la version vidéo. Je suis tout simplement avec Gab de la chaîne, c'est juste de la lutte. Salut Gab, ça va? Hey, ben oui, ça va, comment on se retrouve? Bah oui, un peu surprise, je suis arrivé pendant le show, pour la fin, j'ai pris le meilleur probablement, j'étais arrivé pour un gros match, puis le main event par la suite, là, ouais, bien excité d'être là, Bah oui, ouais, toi tu peux te permettre de parler un peu fort, pour le coup. Ah ben il est tard même chez nous, hein. C'est vous qui... Fou! Vous avez reculé l'heure déjà, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais, ok, il est tôt encore, là. Il est exactement 5h30, mais voilà. Okay. En tout... On est regarder derrière toi. Oui. Non, c'est parce que j'entendais du bruit, j'ai pas envie de réveiller ma copine. C'est surtout ça, du coup, on n'est pas tout seul, parce qu'on est, en plus d'être nous deux, on est accompagné de Papy Cat. Salut Steph, ça va? Hello tout le monde, oui, je suis le quota 3e âge de l'émission. Ouais, c'est ça. Je suis en train de m'éblouir avec la lumière de mon portable qui me fait mon spot. C'est assez compliqué, mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. Steph, ça faisait très longtemps que t'étais pas intervenu. Alors, si t'étais intervenu avec Enzo, c'est ça? Oui, non oui. C'est volontairement un petit spoil, hein. Mais logiquement, le DevW aurait dû être passé avant cette vidéo, mais ça sera sûrement l'inverse, je pense. Mais voilà. Donc, effectivement, on entend ma douce voix mélodieuse parler pendant ce petit podcast fort sympathique sur le catch français. Ouais, voilà. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler du dernier show qu'il y a eu aujourd'hui, là, à l'heure où on enregistre. Hein. C'est tout simplement le show H2O Last Extravaganza. C'était surtout un show important pour deux raisons, on va dire. La première, c'était qu'il y aura un nouveau titre qui va être désigné. En tout cas, il y aura un nouveau champion dans la promotion H2O, qui est la promotion de Matt Tremont. Et ça sera le championnat hardcore Danny Havoc Hardcore Champion, qui est tout simplement le nouveau titre Deathmatch aux États-Unis et dans cette promotion H2O, et qui est un titre totalement dédicacé à Danny Havoc qui nous a quitté malheureusement cette année. C'était en mars ou en avril, je sais plus, j'ai pas la date comme ça. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Non, mais j'ai ça sous l'œil, là. Ouais, il y a Gabi va regarder en attendant. 31 mai. 31 mai, ah d'accord, ouais, putain, ça en mai. Je sais pas dans ma tête, c'était en plein pendant le confinement, hein, pour nous, bon, on y est à nouveau, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà. Et l'autre gros point de pourquoi c'était important ce show-là, c'était parce que tout simplement, c'était le dernier match de Matt Tremont, tout court, en tout cas, logiquement. Voilà, on va dire ça comme ça, logiquement. Là vraiment, je voulais vraiment parler de tout ce qui s'est passé entre Matt Tremont et RSP, et déjà que l'ambiance qu'il y avait autour était pour moi fantastique, et était clairement, moi qui est gros fan de Matt Tremont depuis très longtemps, c'était clairement ce que j'attendais et ce que je voulais, à savoir un tribute et une promo tribute avant assez, bon, pas toujours parfait. Ouais, voilà, j'ai monté le son, j'ai mis le son à fond, j'ai dit à tout le monde de se taire parce que je voulais vivre le truc à fond. La promo était loin d'être parfaite, c'était pas super bien réalisé, on est d'accord, Gab, hein. Mais il y avait quand même, tu sentais qu'il y avait qu'ils ont essayé un truc, c'était très émouvant. Ils ont utilisé la musique de Johnny Cash, comment c'est le nom? Hurts de Johnny Cash, qui est hyper connu, hein. La même musique qui a servi à Undertaker, hein, c'était à quel WrestleMania, ça, cette musique qu'ils ont utilisée? Non, c'est une autre musique de... Ah, c'est une autre? Ain't No Grave, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Hurts, c'était bien parce que, tu sais, c'est un message simple qu'on connaît bien, mais tu sais, c'est je me concentre sur la douleur, la seule chose qui est vraie. Tu sais, il y avait quelque chose qui
qui rejoignait très bien l'espèce d'aura de martyr de Matt Tremont un peu. Ouais, et puis il y a ça, et puis il y a le fait que le deathmatch, la douleur du deathmatch, on a toujours dit nous sur la chaîne des rebuts, et qu'on en a parlé avec Gab et Stéphane, mais avec Gab je sais qu'on en avait parlé aussi, qu'on avait fait l'épisode spécial deathmatch. Un truc que je respecte énormément moi personnellement dans le deathmatch, c'est le côté que les mecs donnent leur corps pour nous quoi, pour nous les fans. Et là dans cette chanson là tu ressens bien ce sentiment là aussi. Mais c'est le principe de la chanson c'est justement de transcender la douleur, c'est-à-dire de dire voilà je souffre mais c'est pas une fin en soi, il y a quelque chose derrière, tu peux aller plus loin, tu peux surmonter ta souffrance pour y trouver quelque chose de positif qui va te donner de l'énergie, qui va te faire continuer le combat. Et c'est effectivement le principe du match et puis du deathmatch de manière plus générale. Puis le package, tu sais, il y avait du montage un peu maladroit, on va dire, mais toujours bien intentionné, on le sentait. Puis il y avait des très belles photographies. Puis il y avait en tout cas, c'est un bon package. Là, c'est pas, des fois, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être bon non plus. Là, puis, et puis au moins, il y en a eu un, quoi. Il y en a eu un. Il y a eu une présentation, il y a eu un truc, tu vois, on était vraiment dans le match. Parce que moi, j'ai vu des matchs chez CZ ou même chez Game Changer où c'est balancé comme ça. Tu vois, Spring Break, il n'y avait aucun promo, il n'y avait rien que dalle, tout était balancé. Et comme même ça. les Tremont Nick Gage, là, j'ai pas souvenir qu'il y avait des packages avant ça. Là. Non, fait que tu te l'expliques dans ta tête, l'histoire. Là, alors que là, on avait c'est une petite fédération, là, faut pas l'oublier, c'est une école. Là. Non mais c'est clair, non mais donc voilà, ils ont fait l'effort, c'était très très cool. On va parler maintenant du match. Déjà, Matt Tremont, son entrée, elle était pour moi grandiose. J'avais des frissons, j'avais la petite larme à l'œil aussi. J'étais très ému et en même temps content de vivre ça avec vous sur le Discord. Et c'était cool, tu vois, on était la petite bande des mecs qui restent à 4h du mat pour nous. Et toi un peu plus tôt pour toi, Gab, mais qui reste tard quand même, mater du catch deathmatch, hein, c'est pas tout le monde qui le fait. Mais voilà, il y avait une sensation très particulière et RSP, comme l'a dit Matt Tremont, c'est clairement l'un des top heals de cette année 2020, mine de rien. Parce que le mec, alors oui, niveau in-ring, il fait la hit tout le temps, ça devient relou, mais le mec est détesté et le but d'un heal c'est d'être détesté pour le coup, Gab. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Puis tu sais, même avant que le match commence, on sentait que c'était spécial. Parce que tu sais, ce match-là, moi je peux le comparer. Là, dans le dernier mois, il est sur sa tournée de Separate Ways Tour, la tournée des derniers matchs de Tremont. Moi, j'ai vécu le dernier match au collectif au Spring Break 4 avec Tremont contre Colon. Puis c'est là que j'étais plus énervé. Parce que j'étais comme moi, je l'ai connu à JCW. C'était significatif pour moi. Puis on n'a pas. Oui, c'était un bon match. Oui, c'était un match plus grand public. C'était réussi. Mais tu sais, à la seconde que ça a terminé, les gens se levaient parce que le show était trop long. Puis il y avait un autre show derrière. Hein. C'était une fin amère. C'était comme. Je sais pas, on dirait que. Puis, alors que là, tu voyais que je sentais à Spring Break que ça allait pas être un match ultra violent tout le long. Puis ça a été très bien, la finale, bien émotive. Bon, on parle pas de ce match-là directement. Juste pour comparer avec. Aujourd'hui, c'est qu'on sentait dans la préparation, déjà ça prenait 20 minutes d'installer tous les Léons. Tu sentais qu'on s'enlignait vers quelque chose de gros, quelque chose d'épique. Ouais, c'était l'attraction principale du show, quoi. Les gens étaient venus pour ce match-là. Puis alors que l'autre, c'était une surprise que Tremont et Colon soient dans le main event là, un peu plus. Puis là, on se demandait, mais par où ils vont passer? Il n'y a plus d'espace là, avec toutes les néons tout le tour du ring. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui rentre en ligne de compte, c'est le but de la chose. À Spring Break, effectivement, moi, le truc qui m'a même un petit peu choqué, c'est la cloche avait à peine sonné. Il y a Matt Tremont qui était en train de parler, les mecs qui sont déjà en train de se barrer. Parce qu'il y avait un autre show derrière. Et que, non, oui, c'est dans le tas, c'est mélangé dans le tas. Alors que là, tu sens, vu la foule, pour ceux qui le verront après, vu la foule, ils étaient là pour ça, ils étaient venus que pour ça. À la limite, les matchs d'avant, même s'ils étaient qualitatifs pour la plupart. C'était un bon show, hein. Franchement, cette première journée était cool. Tu peux aller à Spring Break sans connaître Tremont, mais tu peux pas aller à H2O sans connaître Tremont. Là. C'est ça. Exactement. Et là, on sent que les gens étaient venus essentiellement pour ça, rien qu'à voir l'émotion. Ils avaient quand même dans le public des mecs qui sont bâtis comme des armoires à glace, qui voient arriver Tremont et qui se mettent à chialer comme des gamins. Parce que c'est le genre de match qui est intemporel. Et c'est d'ailleurs, je pense, le truc qui pour moi m'a le plus, pris dans le match, c'est
j'ai l'impression que le temps s'est arrêté pendant le match. Tout était focalisé sur ça. Il aurait pu arriver un incident nucléaire autour, Osef. Oui, d'ailleurs, le Covid n'a pas passé la porte dans cette salle. Les mecs, ils étaient tous collés. Alors, ils étaient masqués, ok. Mais les mecs tous collés, pas tous. T'avais pas les 1m50 de machin de. D'ailleurs, c'est combien chez vous? C'est 2m50, non? Nous, c'est 2 mètres. 2 mètres, ouais. Bah, nous, c'est 1 mètre. Hein. Ouais, c'est 1 mètre en France. Ouais, 1 mètre. Mais tu vois, ça, aux États-Unis, ils s'en branlent. Tu vois. Ils étaient tous collés. Ils étaient 350 dans cette salle qui doit, de base, pouvoir contenir 200 personnes, gros max. C'est probablement la plus grosse foule que j'ai vue pour H2O, personnellement. Ouais. Peut-être pas 300, je sais pas combien ils étaient. 200 peut-être. Non, en tout cas, il y avait pas une place pour passer, quoi. Non, c'est clair. C'était blindé. Et puis, voilà, la différence aussi par rapport au Spring Break, c'est que il y avait la distanciation sociale, l'ambiance était particulière quand même pendant tout ce collectif. J'ai eu vraiment du mal à me mettre dans les shows. D'ailleurs, j'en ai vu très peu. Mais là, voilà, t'as la sensation que tout ce qui se passe actuellement s'est évaporé. Là, c'est Tremont, RSP, c'est le match final, tout le monde est là. Voilà, il n'y a pas eu les mecs qui ont tapé dans les mains parce que Covid et tout. Donc du coup, ils tapaient dans l'épaule de Tremont, mais ils ont eu les streamers pour l'entrée de Tremont. Enfin, c'était magnifique. Voilà, c'était magnifique. Moi, je me permettrais de dire que si vous n'avez pas écouté le match, puis vous êtes fan de Deathmatch, mettez pause, allez écouter le match, puis revenez ensuite. Parce que tu sais, là, ça fait déjà quelques minutes qu'on vous parle de l'entrée. Ça vous donne un bon indice que c'est un match à écouter si vous êtes fan. Si vous n'êtes pas fan de Deathmatch, c'est pas ça qui va vous faire changer d'idée, mais ça peut peut-être vous permettre de vivre un peu c'est quoi l'émotion que ça peut transmettre. Puis même là, je suis sceptique. Je pense qu'il faut... je veux pas être élitiste, là, c'est pas ça l'idée, mais je pense que ça prend un petit bagage de Deathmatch pour bien saisir tout ce qui se passe puis l'intensité de ce match-là, j'ai l'impression. Là. Après, j'imagine que ceux qui vont écouter ou regarder cette vidéo ou ce podcast, ils sont dans l'idée qu'ils connaissent déjà le Deathmatch, parce que si tu cliques sur cette vidéo, bon, logiquement... Quelqu'un qui découvre, je suis pas tout à fait d'accord avec notre ami Gabi, parce que moi je me souviens d'un truc, c'est peut-être tout bête, mais dans un match qui est quand même ultra mainstream, qui était le dernier match officiel. Alors là, vous le voyez pas parce que j'ai pas de câble, mais je fais un joli geste pour expliquer qu'on fait entre guillemets, puisqu'il y a eu un match après Impact, mais qui était le dernier match entre Shawn Michaels et Ric Flair. Dès l'entrée, il y avait un ressenti où on sentait qu'il y allait avoir, ça allait pas être comme les autres matchs. Même dans les matchs les plus épiques, il y avait une émotion qui était là, qui arrivait dès l'entrée de jeu. Tu te disais, t'avais les poils, t'étais en sueur, etc. Et là, t'as le même ressenti. Quand t'aimes le deathmatch, quand il est arrivé, je l'ai eu moins avec RSP quand il est entré, mais quand lui est entré, la haie d'honneur, le truc, il y avait un sentiment où je me suis dit, ah là, le temps s'arrête. Je suis d'accord que tu peux vivre cette émotion-là, mais le match en tant que tel, c'est bien bourrin. Je veux dire, si t'es moins fan de... C'est la violence à l'excès, puis c'est ça le principe aussi. En tout cas, mais je suis d'accord avec toi, par exemple. Mais de toute façon, là, on va parler du match, mais clairement, moi, qu'est-ce que je voulais dans ce combat? C'était que RSP prenne cher parce qu'il nous casse tous les couilles en tant que fan de Deathmatch. Puis j'aimerais ça te prendre un petit temps juste pour te rappeler qu'il est arrivé avec toute sa bande. Ta réaction, t'as dit quand t'as vu qu'il est arrivé avec sa bande? J'ai gueulé, j'étais pas content. J'ai dit mais non, parce que moi je voulais que ça soit du 100% clean. Après, je trouve qu'ils ont super bien géré le truc. Pardon, je bois de la bière, donc du coup des petits renvois. Mais je trouve qu'ils ont super bien géré dans le truc pendant le combat, parce que on va y revenir vraiment dans le combat et tout. Mais certes, il y a eu l'intervention des mecs à un moment, mais il y a eu une première intervention en fait, c'est que à un moment, Matt Tremont était KO à 2 doigts de mourir sur le ring, clairement, parce que on va y rentrer directement dans le combat. Mais en gros, RSP a dominé pendant, je sais pas, entre 5 à 8 minutes, vraiment c'était du RSP dominé quoi. Et c'était très surprenant d'avoir choisi ça. Et le comeback, le gros comeback on va dire de Matt Tremont, alors il en a eu quelques-uns un peu pour que ça soit pas trop du 100% RSP, même si c'est vrai qu'au début de combat RSP domine beaucoup. Mais le gros comeback de Matt Tremont, c'est à un moment sa femme arrive sur le ring et dit dis pas que Matt Tremont va abandonner, mais en gros elle vient défendre son mari quoi. C'est ça l'histoire. Parce que lui en fait RSP regardait Chrissy, il s'appelle, je pense qu'il disait, je sais pas trop. Ouais. Il disait, il regardait Chrissy puis il est comme si tu veux que j'arrête, parce qu'il faisait signe d'arrêter de
d'y lancer des néons, tout ça. Puis comme, ben, si tu veux que j'arrête, dis-y d'abandonner. Puis elle est comme, ben, si tu veux qu'il abandonne, il va falloir que tu me passes sur le corps. Ou je sais pas. On n'entendait pas, mais on comprenait que c'était un peu ça. Là, c'était un peu. Je sais pas, là, je me rappelle un peu mal, mais le narratif, c'était un peu. Je vais pas attendre qu'il abandonne. Moi, je suis là pour ça. Je sais qu'est-ce que ce match-là vaut pour lui. Puis, tu sais, je m'en vais le protéger le temps qu'il se remette. Puis, tu sais, c'est ça qui est fou avec ce match-là parce que tout ça que je viens de t'expliquer, c'est juste avec le non-verbal. Tu sais, c'est juste. Puis, tu sais, c'était pas un sans faute sur toute la ligne, l'intervention de Chrissy en même temps. Mais en tout cas, je trouve que c'était bien. Puis, on s'y attendait pas. Personnellement, je m'y attendais pas. Non, mais pareil pour moi. Je sais pas pour toi, Steph. Non, mais c'est pareil, je pense qu'on attendait tous une intervention de nos amis les Kotorep, mais enfin c'est méchant pour les Kotorep, mais ce mec-là, en fait c'est pas RSP qui me fait le haïr en lui-même, c'est les mecs qui l'accompagnent parce que oui, mais c'est tout là la hit en fait, c'est tout là l'histoire. Mais vous avez des factions où en fait les mecs sont tellement secondaires comparés au leader que c'est le leader que tu détestes plus que la faction. Mais les quatre mecs. Bien leur rôle, selon moi. Ouais, pour moi, c'est le tout. Ah ouais, mais justement, les 4 mecs qui sont détestables, entre autres, l'autre et sa bière et sa clope, l'autre qui est tout le temps en train de se moquer de tout le monde, de tout, machin. Non, mais l'équipe, elle est super bonne. Défoncée, machin, etc. Et je pense que tout le monde qui regardait le match et qui s'attendait à une intervention, attendait une intervention du clan de RSP, pas une intervention qui venait du clan de Hunt. Donc ça a été une surprise. Alors c'est clair que comme a dit Gabi, le match est pas parfait, il y a des petites approximations, mais le niveau d'émotion est tellement haut que ça, on s'en fout, limite on s'en fout, et que en fait cet élément-là qui ajoute à l'effet de dramaturgie tout en rajoutant à l'effet comique, parce que faut pas être méchant, elle lui a envoyé des couilles sur Mars, hein. Mais loin. Les gosses. C'est honnêtement, c'est une bonne intervention. C'est vraiment une intervention qui a apporté de la qualité supplémentaire au match plutôt que de fracturer le rythme du match. Donc là, Chrissy arrive sur le ring, elle s'ostine un petit peu, elle s'engueule un peu avec RSP. Puis là, c'est à ce moment-là qu'elle lui donne le coup d'un couille ou c'est ça. OK. Puis ensuite, les gars de 4-4-OH embarquent. Non. Là, c'est le bout un peu. Non? Non, en fait, elle met les coups dans les couilles, puis elle met un gros coup de néon dans la tête à RSP. Ah ouais, ça c'était tellement. Ça, on a popé, on était hyper contents. On était comme. C'était satisfaisant. Ensuite, les gars de 4-4-OH embarquent. Et puis là, c'est là que c'est un peu. Pour moi, que c'est un peu. On est passé vite. Je trouve que ça enlève pas au match, mais c'est un peu ridicule. Là. Chrissy qui est comme venez-vous-en, je vous pète la gueule, genre, je m'en fous de vous. Puis bon, finalement, les 4-4-OH qui décident de s'en aller parce que là, backstage, tout le monde sort, le roster sort venir protéger. Tu sais, les babyface viennent protéger, ou tout le monde, dans le fond, je sais pas si c'était babyface. Viennent protéger Tremont, puis les gars de 4-4-OH s'en vont. Puis la beauté de ça, c'est que finalement, ils ont pas touché à Tremont, donc ça ternit pas la victoire de Ricky Shane Page, même qu'au contraire. C'est lui qui a vécu l'interférence, tu sais. Ouais, c'est ça. Derrière, il y a eu un match qui était assez équilibré. Voilà, après ce 5-10 minutes de grosse domination de RSP, après cette intervention-là, il y a eu vraiment un gros 50-50 où ça se mettait des coups de néon. Ouais. Pas beaucoup de catch. Comme si elle avait donné la motivation, tu sais, de voir si on veut suranalyser, là, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Mais là, on est parti pour suranalyser ce combat-là, clairement. Mais après, derrière, c'était du 50-50. Alors, clairement, ça fait pas partie des deathmatch où il y a du catch à mort dedans. C'est du deathmatch ultra violent où c'est beaucoup de gros coups de néon, des prises sur des néons. Il n'y a pas beaucoup de prises de catch dans ce combat. Il y a un gros spot, vraiment gros spot, sinon c'est que des petits spots avec des néons. Ah si, il y a un gros spot de ouf que j'allais oublier, c'est RSP qui fait un dive à travers les néons. Ça c'était dingue. C'était très fou. La caméra le filme un peu approximativement si on veut, fait nous on avait un peu l'impression sur le coup que il avait fait un suicide dive sur personne dans le fond, mais l'idée c'était que Tremont s'était tassé. Puis moi, c'est un spot que j'avais jamais vu, parce que là, imaginez-vous, là, il y a des néons, là, mais il y a 3 cm là, entre chaque néon là, accroché après les cordes à verticale. Et c'est pas des cordes, c'est des barbelés. Oui, merci. C'est pas des cordes, c'est des barbelés. Puis il défonce les barbelés, les néons en passant en suicide dive, en senton un peu, là, je sais pas exactement. Il tombe directement par terre aussi, là, avec gros bump de RSP.
Ouais. Et derrière, ouais, c'est un match qui est très 50-50, Steph. Oui, mais de toute façon, je pense que le but était de transmettre une émotion plus que d'aller dans la technique du deathmatch, parce que contrairement à ce que pensent certains, il y a vraiment une technique du deathmatch. Tout le monde ne peut pas se prendre un néon dans la gueule et en ressortir vivant, soyons très honnêtes. Le spot, les deux gros spots, effectivement, le dive et le bump des rafters sont juste hallucinants. Il y avait comme une estrade, comme une terrasse, quoi. Une mezzanine, il y avait installé. Les deux mecs sont au début, il y a Tremont qui monte dessus, il galère à monter. Puis l'anticipation, je voudrais juste que tu dises, c'est long avant qu'il monte. Puis toute la réflexion qu'on a eue à haute voix, est-ce qu'il va monter? Non, il peut pas monter, il est trop gros, ça va défoncer, ça va défoncer. Non, mais c'est con, mais il joue avec ça quand même. Là. Ouais, c'est ça. Et il arrive en haut. Alors, bon, on sait qu'il va se passer un truc parce qu'il y a tout le staff qui arrive et qui installe les chaises, les vitres, les néons, etc. Bon, ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu que la caméra fasse juste un gros plan sur Tremont, en fait, et que nous, on voit pas, de nous qui regardez les shows, qu'on voit pas ce qui se passe. Bon, les mecs qui sont dans la salle, ils sont obligés de voir. Mais que nous, voilà, qui se concerne que sur Tremont, ça n'a pas été le cas, dommage. Mais il y a eu un plan quand même où on voit Tremont tout en haut en sang, mort, les mille morts, et qui dit à RSP, come on bitch, viens montrer ton cul en haut. Et du coup, RSP, vu qu'il a des gosses, comme on dit chez toi, Gab, vu qu'il a des couillos, il monte également. Et là, on sent qu'il y a un gros bump. On a peur à un moment que même RSP va pour soulever Matt Tremont. On se dit, il va pas le soulever d'en haut. Et au final, ça passe proche de mal. Ça passe proche de mal finir. Là. C'est ça. Et au final, il finit par balancer Tremont. Gros spot. Alors c'est pas le plus gros spot que j'ai vu, j'en ai vu des bien plus sick, etc. Mais ça reste un gros spot. Pourquoi? Parce que Tremont est baisé. Sa santé est baisée à vie. Plus jamais il va pouvoir réussir à marcher normalement. Le mec déjà il boite en arrivant déjà. Donc juste un spot, une chute comme ça sur des néons, sur un ring et tout. Enfin c'est ultra dangereux pour sa santé qui est fragile. C'est pour ça que moi j'ai à ce côté-là encore plus émotionnel pour moi qui est fan de Tremont et qui a pas envie de le voir mourir sur le ring ce soir-là en tout cas. J'ai flippé pour lui. T'es fan de Danny Havoc aussi, puis c'est à partir de juste avant ce bump-là qu'il se met à, un peu comme le syndrome des lutteurs à WWE avant WrestleMania qui se mettent à pointer le signe. Là. Mais il a un peu pris ça, mais avec la bannière de Danny Havoc. Là, puis t'es fan de Danny Havoc. Qu'est-ce que t'as pensé de ça, là, qu'il arrête pas de pointer le signe de Danny Havoc? C'est trop bien parce que c'est le show qui est là pour Danny Havoc. Le main event demain, ça sera pour le titre de Danny Havoc. Voilà, il a dit le plus important, c'est pas moi, c'est Danny. C'est Grant. Il est mort, tout est mort. Moi, je peux bien faire ça, même si ça me bousille. C'est toute l'histoire, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs histoires qui se bousculent dans ce match-là. Et c'est clair que c'est quelqu'un qui est novice dans le deathmatch, il va pas comprendre tout ça. Mais nous, on est là pour expliquer aussi. Tu vois, c'est pour ça qu'on est. T'as aussi un effet psychologique de la chose, c'est qu'à un moment, quand t'es dans une ligne de conduite intellectuelle, il y a un moment où tu dépasses un point de non-retour. C'est-à-dire que là, quand tu atteins un certain niveau dans ce match, quand tu y as mis tes tripes, quand il y a émotion, en fait, t'es plus véritablement sur Terre. T'es dans une manière de penser où t'es complètement sorti de la réalité. Et on va dire le fil conducteur, on sait très bien, parce qu'il l'a dit encore après, et puis il l'a dit plusieurs reprises, c'est Danny Havoc, pour lui, c'était comme un petit frère, il a raconté une anecdote qui le concerne, etc. Et je pense que dans sa tête, il est convaincu que Danny était là et que c'était Danny qui lui disait ouais, vas-y, allez, ça tu peux le faire. Osef, t'as pas mal, continue, t'as pas mal, avance. T'as pas mal. Ouais, et c'est ça qu'il a fait, il est allé jusqu'au bout de lui-même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que la fin, elle a été légèrement changée parce qu'il a dit quelque chose à l'oreille de RSP quand il y a eu le premier tombé. Et je pense que il a dû lui dire, vu comment il s'est niqué le coude, mais bien, il s'est bien entaillé, il a dû lui dire non mais là je peux plus. Je sais pas parce qu'il y a eu quand même des gros nearfall. Il y a eu le nearfall après ce bump là. Derrière il y a son finish, j'ai plus le nom, où il fait un brainbuster où il tombe le dos sur un néon et sur le genou de RSP, le choke breaker, non c'est pas ça? Ouais c'est ça.
le choke breaker, il fait le choke breaker, derrière Nearfall encore, et après il y a plein de coups de néon et ça finit sur quoi déjà, j'ai oublié. Ça finit sur une espèce de Dead Valley Driver, je pense. Ouais, c'est un DVD. C'est un DVD, ouais. Un DVD sur des néons, je crois. Ou même sûrement. Ouais, enfin, sur un tas sur les restes. Ouais, sur il les était bien brutal, le DVD. Il était bien sur la tête. Et là, ça finit, et pour moi, pour l'émotion que j'ai pour le match, c'est pas le meilleur deathmatch que j'ai vu, mais pour tout ce qui en retourne, pour le fait que j'y crois vraiment, et j'espère que ça sera le cas, le dernier match de Matt Tremont. Mais bon, s'il en fait un, je lui en voudrais pas, tu vois, mais j'ai envie de me dire que c'est son vrai dernier match, je mets 5 étoiles. J'ai aucun mal à me dire que après, c'est clairement un avis purement personnel, et je sais que beaucoup de monde qui verront ce match, hormis la grosse violence, parce que c'est extrêmement violent quand même, hein. Pendant tout le combat, c'est vraiment du très très violent. Il se passe pas tant que ça de choses au final, ça reste assez lent dans le rythme de RSP, tout ça, mais il y a le putain de côté émotionnel, il y a le fait que je connaisse, que je suis Matt Tremont depuis plus de 10 ans maintenant, et que ça me fait quelque chose de le voir partir, et puis j'ai eu la petite chialasse un peu, les yeux un peu troubles et tout. Ça me fait chier, mais en même temps, le mec il a 31 ans, il a 1 an de plus que moi, il peut à peine marcher, quoi. Tu te dis, putain, il y a un souci, quoi. Ouais. Tu vois, mais moi, ce que je me dis, c'est qu'en plus, tu sais, le deathmatch, il y a comme un paradoxe, c'est que c'est tellement over the top, tellement à fond à caisse tout le temps, que c'est difficile, des fois, de créer une ambiance de Big Fight Field, tu sais, une ambiance de là, c'est un gros match, parce que tout est tout le temps un gros match, parce que tout est tout le temps extrême. Puis d'arriver à faire ça, je pense que même dans le deathmatch, ça arrive pas souvent. Puis tu sais, j'ai peu d'expérience dans le deathmatch japonais, mais j'ai l'impression qu'il arrive un peu plus souvent à créer cette espèce d'ambiance-là. C'était très japonais comme match, ouais. Pour l'ambiance, on l'avait à fond, puis on l'a poussé dans la gorge, l'espèce de storyline de je le fais pour Danny Havoc, puis ça a fonctionné au final. Puis tu sais, il y a des petits moments de malaise qui font partie du match, quand tu commences à voir la bédaine à Matt Tremont qui sort, que son pantalon explose, tout ça, tu sais. Mais ça fait partie tu sais, c'est un peu la déchéance, c'est un peu le film avec Mikey Rourke, là, le lutteur, là, où c'est le lutteur déchu qui peut mourir sur le ring. Puis, on sait que là, il faut qu'il arrête. Puis même ce match-là, il est comme peut-être déjà trop tard. À cause de tout ça, moi, je te donne encore un 5 sur 5. C'est juste que, tu sais, sur le coup, on veut tellement pas donner les 5 sur 5 trop rapidement que je me dis, c'est plus un 4.5. Des fois, c'était pas 100% fluide. Puis la partie avec Chrissy, j'ai moins aimé, mais je me dis, j'essaie de me projeter dans l'avenir. Puis je me dis que, en revenant sur ce match-là, je vais m'en rappeler. Ça va être dans mes matchs marquants, certainement. Puis pour toutes ces raisons, moi, je donne un 5 sur 5 aussi à ce match-là. Ouais. Toi, Steph? Pour ceux qui me suivent quand j'écris des reviews des shows que je regarde, ils savent que j'ai une façon de noter qui est très particulière. J'ai 5 critères. Tu réussis le critère, t'as 1 point. Tu le réussis pas, t'as 0. C'est quoi les 5 critères? Est-ce qu'on peut... alors de mémoire, parce que je les sais pas forcément de tête, mais tu as construction, storytelling, selling, in-ring et émotion. Puis si on y va, les 5 comme ça, là, si t'as les 5, non, mais je veux dire pour aujourd'hui, que si on passe un par un, là. Justement, d'habitude, je note en faisant ça. Comme je dis plusieurs fois, comme j'ai dit à Cody, quand on parle de deathmatch, les 4 premiers points, je les oublie. Il reste que les mots. Parce que le deathmatch, pour moi, c'est un truc. Quand je regarde ça, je m'en fous qu'il y ait des botches, qu'il n'y ait pas de botches, etc. C'est un truc où je dois me sortir en me sentant que, tu vois, l'espèce de boule de colère qu'on a tous un peu en nous, qu'elle soit sortie au moins en partie. Et quand j'ai un truc comme ça, c'est l'émotion, elle est tellement pure à ce niveau-là, parce que Danny Havoc, et Cody le sait, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'était un catcheur qui me touchait énormément. J'adorais ce gars. Ça me fait chier qu'il soit plus là, parce que c'est un putain de warrior du ring, ce mec. Quand je vois Matt Tremont, qui est une légende qui s'en va et qui a été jusqu'au bout de lui-même, parce qu'il peut plus marcher, il peut à peine se tenir debout, mais il y va. C'est un truc, je m'en fous que ça soit mal booké, parce qu'il y a eu l'intervention de bidule de machin, qu'il y a eu tel spot qui devait être fait, qui n'a pas été fait, le machin. Osef, l'émotion, elle est là. Moi, j'en ai pris plein la gueule. Là, mon cœur, il s'est fissuré, parce que il va me manquer. Ce mec, c'est peut-être pas le plus technique, machin. Après, il sera toujours là dans le catch, quoi. Chez H2, il va faire vivre des nouvelles stars derrière, grâce à lui. Ouais, mais il sera plus dans le ring, c'est plus la même chose. Tu vois, par exemple, quand on voit Ric Flair à la VVE, je suis content de voir Ric Flair. Mais je me souviens je me souviens des matchs de Ric Flair. C'est pas la même émotion. Et là,
Là, voilà, je sens la page qui se tourne. Là, j'ai l'impression, je vais faire une image avec un truc de cinéma. Je pense qu'on a pratiquement tous vu Le Seigneur des Anneaux. Le moment où vous avez Frodon qui ferme Le Seigneur des Anneaux, qui donne un petit coup de main dessus, puis qui le tend à Sam, c'est ce que je viens de voir là. C'est-à-dire, je sens que il a fermé son livre, et puis il l'a tendu en disant, voilà. À la fin du match, il fait une promo où il dit que là maintenant son livre est refermé. Ils disent My book is down. Close. Puis il y a aussi la partie, en fait, la fin du match est particulière parce qu'il est couché dans un tas de vitres. Ouais. Puis là, tu vois qu'il fait signe à l'arbitre, il pointe son coude, viens-t'en. Puis là, il vient nous faire tout un appareil là, autour du coude. Là, avec du mettre une presse, là, je sais pas là, exactement. Ouais. Puis là, tu vois qu'il il est bon pour worker, il est bon pour nous faire croire qu'il est pire qu'il est vraiment, mais là, on sent qu'en tout cas, ça a fonctionné. Puis là, il dit, ça vous dérange si je prends un petit 2 minutes pour m'asseoir sur la chaise puis vous parler un peu? Puis là, il s'assoit, puis là, il vient pour parler, puis ça fait comme... Puis là, tu vois qu'il s'y prend à plusieurs reprises, puis c'est l'émotion, puis c'est la douleur, puis tu vois qu'il est comme... La tristesse d'avoir perdu un ami. Il est presque physiquement plus capable de parler, tu sais, puis là, on est comme, il va perdre connaissance, ça va être le gros malaise, puis là, tu vois qu'il... Même à travers ça, il se bat, puis il continue son speech, en fait, là, qui est un speech qu'il a déjà fait plein de fois, là, après des matchs un peu, si on veut, mais c'était senti, puis comme il est, c'était super transparent, qu'il parle de quand il a annoncé sa retraite, que sa blonde ne savait pas parce qu'elle n'aurait pas accepté, puis tout ça, puis le petit moment malaise où elle a dit qu'il doit un match 1 contre 1, mais bon, ça on l'oublie. Puis toute cette promo-là, elle s'étire, mais tout au long dans le Discord, on parlait pas, on écoutait quand même, il y avait cette... c'est le respect, je sais pas, puis il prend de toute façon, si quelqu'un parlait, j'étais là, chut. Je pense qu'on l'aurait tous fait. Hein. Ce moment César avec les chiens, là, vous connaissez, ils pincent dans le cou, là, non? Ah non. Non. Laissez faire le référent. C'est que nous, en France, on est des grands humanitaires. Hein. On a des colliers électriques pour les chiens. Non, mais voilà, tout ça pour vous dire que le match... Et toi, du coup, Steph, ta note? C'est 5. Mon cœur, de toute façon, mon cœur, il était pété dès l'entrée de jeu. Hein. Quand il est en aide d'honneur, mais oui, mais moi déjà parti. Franchement, il y a la promo, il y a l'entrée, il y a le fait que depuis ce matin, je vous jure, là, on tourne, il est 6h12, je suis pas fatigué. Je vous jure, l'adrénaline que ce match m'a apporté me donne aucune fatigue. Bon, j'ai picolé, ça aide aussi à rester en veille, mais je suis clairement pas fatigué. L'adrénaline et l'émotion que le catch peut nous procurer est exceptionnelle, et ça fait du bien actuellement avec tout ce qu'on vit. J'aurais préféré faire cette émission en live avec Gab et qu'on se dit on se boit des coups, tac tac, on se chine la bière et tout. Malheureusement, Gab et moi, on se verra pas avant 2022. Minimum. mais tu vois, et le truc c'est que de vivre ça avec Gab, avec Steph, il y avait Orsafel, il y avait Sully aussi, et c'est tout, j'oublie personne. Et tu vois, de vivre ça à 5h du mat pour nous, t'as le fait, tu vois, comme on en avait parlé, Gab, on est des warriors du catch, tu vois, on est là, on est 5h du mat, on est éveillé, et moi franchement j'ai aucune fatigue, et je sais même pas si je vais aller me coucher là, parce que je me sens pas envie d'aller me coucher, tu vois, tellement j'ai été dans l'émotion et dans la j'arrive pas à le dire, satisfaction. Merci. La satisfaction du fait que on va pas dans la satisfaction, j'arrive pas à le dire, que non, du mais fait t'interrompre. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Attends, laisse-moi finir ma phrase, sinon déjà que je suis perdu. Dans la satisfaction de comment dire, d'avoir eu ce que je voulais. J'ai eu clairement ce que je voulais, et du coup là j'en sors hyper heureux, et le seul regret, c'est que RSP a gardé son personnage de connard et a pas fait le petit câlin à Matt Tremont qui aurait été mérité. Mais je comprends, parce que RSP, comme Matt Tremont le dit, c'est le top heel actuellement dans l'indie US, pour moi. J'en vois pas d'autres qui est... Alors j'en vois d'autres au Japon, par exemple Jay White, MJF peut-être, mais
ça a encore une autre histoire, mais dans le rôle de gros bâtard, il y a, pour moi, RSP est très très bien passé, et Jay White, pareil. Mais sinon, ouais, pour moi, RSP, c'est vraiment un top heel, quoi. Et toute cette année, je l'ai détesté, je l'ai critiqué, mais parce qu'il joue putain de bien son rôle, ce con, quoi. Tu vois. Après, dans le ring, il pourrait être plus attractif, plus impressionnant, parce qu'il est chiant dans le ring. Mais c'est son personnage d'être chiant dans le ring. Mais ça me dérange un peu, parce qu'un heel a pas besoin d'être que un heel. Il peut aussi bien catcher, tu vois. Bon, après, c'est une autre discussion. Mais voilà, vas-y, Steph. Oui, mais alors déjà, moi, pour dire, je tourne à la cristalline, donc on peut pas me soupçonner d'avoir une substance qui me modifie. Ouais, j'ai bu 5 bières, ça va. Pourtant, je tremble. Pourquoi? Parce que l'émotion avec le chair de poule, je suis en nage, je tremble, voilà, il y a eu de l'émotion qui est passée. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que je me suis enfilé des roues en début de semaine, donc j'avais de quoi être au niveau émotion. Mais bref, ça c'est un détail. Mais ouais, un petit détail que vous n'avez peut-être pas fait attention sur RSP, c'est qu'à un moment, sur la première tentative de tomber, où ça doit être ça, il y a un moment, il a la tête baissée parce que je pense que là, l'émotion l'a pris RSP. Et je pense que là, il y a eu les premières larmes qui sont tombées, il s'est dit, ouais, putain, reprends-toi, là, t'es le heal. Et là, il s'est repris. Et quand il est parti, je sais pas si vous avez remarqué, d'habitude, il est toujours un peu goguenard à la fin des matchs. Il tourne un peu pour faire un peu comme le Randy Orton, le requin qui montre qu'il a niqué tout le monde, qu'il est au-dessus du game. Et là, ouais, il est parti straight to the point. Je me dis qu'il est arrivé dans les vestiaires, il s'est mis à chialer. Oui, peut-être, ouais. Ouais, mais c'est un bon point. C'est un bon point. C'est vrai que le câlin a été fun, mais tu sais, il n'y a pas grand-chose à refaire avec ce match-là. Je pense que c'est très satisfaisant au final. Puis tu sais, pour en revenir un peu, là, en fait, j'ai fait beaucoup de parallèles avec le match au Spring Break. Tu sais, le match au Spring Break était solide. C'était une bonne entrée de jeu pour faire découvrir le deathmatch un peu. Puis c'était un bel héritage à laisser pour Tremont. Mais tu sais, c'était pas un classique comme celui-là a pu l'être. Là. Ouais. Ça a été le dernier match à JC Dub, c'était très bien, puis je vous le recommande, le match au collectif, mais je peux pas vous recommander de la même façon que je vous recommande celui-là, dans l'optique où ça a cette aura spéciale, puis je pense que c'est ça qu'on essaye de faire comprendre, mais il faut le vivre, puis pour moi, je vous conseille de l'écouter. Pour moi, je pense qu'il faut regarder les gros matchs de Tremont, par exemple, quand il gagne le Tournament of Death, je crois qu'il a gagné 2 fois, quand sa feud contre Donny Gage, il faut regarder peut-être plusieurs matchs un peu avant, et après tu finis par ce match-là, et là tu comprendras pourquoi on est nous trois aussi dans l'émotion avec ce match-là, qui est pas le plus fantastique deathmatch qu'on a vu, mais qui, émotionnellement parlant, peut-être l'un des plus gros moments que j'ai vécu, avec la fin de carrière de Ric Flair ou la fin de carrière de Shawn Michaels, par exemple. C'est vraiment dans le même coup d'émotion que j'ai eu. Et par exemple, si quelqu'un regarde cette vidéo et qui a jamais vu de deathmatch, déjà bravo à lui, hein, parce que déjà il a osé. Soyez curieux, comme le dit Dave. Mais le truc, le truc, c'est que si quelqu'un n'a jamais vu et qui a envie d'aller voir ça, ouais, clairement, je lui conseille de regarder un peu de match de Tremont avant et de comprendre pourquoi on a aimé ce mec-là et de comprendre aussi pourquoi RSP a un gros heal. Peut-être regarder quelques trucs que RSP a fait aussi. Mais après, je pense que commencer le deathmatch avec ce match-là, c'est pas. Enfin, l'ambiance est dingue, donc ça fait du bien aussi et tout. Mais c'est peut-être pas conseillé parce qu'au final, à part des gros coups de néon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Voilà. Ça laisse de l'espoir pour la suite parce qu'on est dans un match où, en tout cas pour moi, c'est ça qui me dérange un peu avec le deathmatch, que c'est juste deux gars qui se pètent des néons puis ça finit là puis il n'y a rien d'autre. Là, il y avait de la substance, ça donne de l'espoir qu'on va continuer sur cette lancée-là avec Ricky Shane Page qui va pouvoir se vanter d'avoir retiré, d'avoir terminé Tremont. Là, puis, tu sais, moi je pense que Tremont l'a compris peut-être un peu tard dans sa carrière, de ce que je comprends, à quel point le storytelling c'est important, là, parce qu'il dit que ça a toujours été important pour lui. Quand je regarde des vieux matchs, je le sens pas tout le temps, puis je trouve que dans sa fin de carrière, tu sais, avec ses limitations physiques, il est allé à fond dans le storytelling, puis moi je pense que le deathmatch a besoin de ça, puis ce match-là est un bon exemple de ce que ça peut donner comme payoff à la fin du bon storytelling dans le deathmatch. Pour moi, clairement, les matchs à avoir de Tremont, déjà quand il gagne les Tournaments of Death, il y a son match au Japon contre... Attends, que je réfléchisse contre qui il a fait. Il en a fait un super bon au Japon.
Je crois que c'était lors de la première tournée de Game Changer Wrestling. Si Gab, tu peux aller voir ça. Je crois qu'au Japon, je crois qu'il a fait un super match solo, je crois. Je sais plus exactement, mais je sais qu'il a quelques matchs solo qui sont excellents. Et pour moi, ouais, la feud contre Nick Gage, on en a déjà parlé avec Gab, elle est monstrueuse. Je sais pas si toi, Steph, tu l'as déjà vu cette feud. Ah ouais, non, c'est de toute façon, même si Nick Gage est un connard, les gens qui me connaissent un peu et qui parlent des Smash avec moi savent que j'ai une affection pour cet enfoiré. Hein, je trouve c'est un conteur d'histoire. Et moi, ce que j'aime dans le catch, c'est quand on me raconte une histoire et que ça m'accroche. Et Nick Gage, malgré le connard qu'il est, il te raconte une histoire. Et je pense qu'effectivement, quand Gab dit Matt Tremont, il a compris sur la fin, je pense que tout le monde l'a compris un peu plus avec le Covid, où on est obligé de modifier un peu comment on fait du catch. Et c'est un peu plus important de raconter des histoires en ce moment. Parce que ça permet de s'oxygéner le cerveau. Et c'est, je pense, ce qui est l'essentiel dans ce match. Quand on fait une comparaison avec effectivement le match du Sprint Break, le match du Sprint Break est un match qui est très, on va dire, technique. J'exagère en disant il n'est pas ultra technique, mais il est technique dans le sens où c'est un match show-off. C'est un match pour montrer ce qu'est le deathmatch et pour montrer comment dire, c'est un match façade. C'est un match pour attirer. Et il y a aussi le fait qu'Alex Colon est un meilleur catcheur que RSP, point de vue in-ring aussi. Donc ça aide aussi ce côté-là un peu plus attractif que le match contre RSP. Et puis c'est un truc je vais faire un petit peu de commerce, mais je dirais c'est un produit d'appel, c'est un truc pour t'attirer. Alors que là c'est effectivement c'est la dernière page du roman, c'est sur la page il y a marqué The End et on ferme le livre. Et c'est l'histoire, et l'histoire elle prend le pas sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'il faut voir ce match-là, mais pas dans l'idée de découvrir le deathmatch. C'est dans l'histoire de Tremont vous intéresse. Vous avez vu d'où il est venu, quel est le parcours qu'il a fait. Vous voulez voir comment quel a été le dernier pas du chemin. Vous regardez ce match. Et si c'est pour découvrir du deathmatch, c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour ça. Non, il y a des très bons matchs de Tremont chez CZ. Son match avec Onita, il y a un des matchs contre Onita, c'était au Cage of Death, je crois, en 2018, je crois, où il est avec Onita contre Masada et DJ Hyde, qui est vraiment bien, par exemple. Et il y a le Once in the Lifetime aussi en 2017, qui est vraiment cool. Donc voilà, en gros, les matchs de Matt Tremont. Gab. Ben, je regardais, mais je vois pas la première fois qu'ils sont allés au Japon, je pense qu'ils étaient pas là. Ils t'étaient pas. Ouais, puis quand ils sont allés la deuxième fois au Japon, par contre, je pense qu'il y avait je suis pas sûr qu'il y a eu un match solo à ce moment-là. Je crois pas qu'il a eu de match solo, non. Alors de quoi tu parlais? Ben je sais plus. Mais je suis persuadé qu'il a au Japon. Maintenant tu me poses la question, je sais pas s'il avait déjà fait des matchs solo au Japon. J'ai des gros doutes. Mais on sait pas, mais en tout cas, il y a des bons matchs de Tremont, ça c'est sûr. Ouais. Là, puis écrivez au rebut, puis ils pourront vous suggérer des matchs, j'en suis certain. Non, mais on m'a demandé si j'allais faire genre un top des matchs de Tremont, ce genre de truc. Il faudrait que je me replonge, mais là actuellement j'ai pas le temps. Mais un petit watch party, quelque chose, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur cette fin de show, cette première journée de Last Extravaganza? Et qu'est-ce que vous attendez du deuxième jour? Logiquement, je ferai une coupure et il y aura le deuxième jour, mais ça dépend si la vidéo dure 3/4 d'heure déjà. On va s'arrêter là et on verra bien quand on en reparlera avec Steph. Moi, je dirais tant mieux qu'on ait passé vite sur les premiers matchs parce que on avait beaucoup à dire sur le dernier, puis je pense que c'est ça qui est à écouter, là, vraiment. Ouais. Puis c'est ça que je dirais. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit déjà, là, écoutez-le. Ok, très bien. C'est clairement ce qu'il faut dire, c'est vous voulez un petit truc d'émotion qui vous sort de l'ordinaire et vous connaissez Tremont et vous aimez le deathmatch. Regardez ça, c'est le reste effectivement, ça devient anecdotique, même si c'est de qualité, ça reste anecdotique parce que c'était ça que les gens attendaient ce jour-là. Moi, je m'attends à un deuxième jour où effectivement ça va être aussi qualitatif. Je pense que ça sera tout aussi émotionnel parce que pour tous ceux pour qui Danny Havoc représentait quelque chose, je pense que quand Inch'Allah, comme diraient certains, quand Alex Colon va soulever le titre, je vais essayer de pas chialer comme un gamin, mais voilà, parce que je vais imaginer, j'aurais bien imaginé Danny Havoc là en train de lui tendre la ceinture en disant vas-y. Après, ils peuvent peut-être essayer de créer un truc et mettre Bam Sullivan, hein, tu sais, c'est ça, H2O, tout est possible en fait, clairement.
Pourquoi pas? Parce que c'est un truc qui transcende. Donc, voir jusqu'où ça va aller. Mais voilà. Mais pour moi, limite, ces deux joueurs sont un peu hors du temps. Hors du temps, du coup. Non, mais voilà, bon bah, on va s'arrêter là. Gab et Steph, je pense qu'on a fait un bon moment on a parlé de ce match-là, de pourquoi on l'aimait, de pourquoi il faut quand même aller le voir. Si vous n'êtes pas fan de Deathmatch, mais si vous avez tenu jusqu'à tout, je pense que vous êtes fan de Deathmatch. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à suivre les rebuts du catch. Moi, je vais peut-être aller me coucher, je ne sais pas, je suis pas fatigué, il n'y a pas de cerne, pas fatigué. Aspat fatigate, comme dirait dans le sud. Non, c'est pas du tout ça. Bref, on s'en fout. Bref, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Gab. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Toujours un plaisir de te retrouver. Et peut-être que notre podcast surprise sortira un jour. Peut-être. Ouais. Ah, maybe. Peut-être. En tout cas, Steph, un grand plaisir aussi de t'avoir, membre de la Rebut Famille. Merci à toi, Steph. Toujours un plaisir. Bah oui, et puis ça fait plaisir de te reavoir un peu à l'audio, hein, même si très bientôt on te retrouvera à nouveau. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excusez-moi si j'ai pas parlé fort, mais il y a le fait qu'il est 6h du mat et que je peux pas gueuler, hein, voilà. Mais en tout cas, merci à vous tous, on vous fait des bisous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch ou en version podcast. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas... Soyez curieux. Gab. Ah, il faut que je le dise? Bah... Ah ouais, soyez curieux! Ah bah quand même.